L'invité de Smart Impact, c'est Nathalie Machon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeure d'écologie au Muséum d'Histoire Naturelle et vous avez coordonné ce livre Écologie urbaine, connaissances, enjeux, défis de la biodiversité en ville. Voilà, je le montre aux éditions Quae avec l'INRAE qui participe aussi au projet. Déjà, je veux bien qu'on définisse l'écologie urbaine. De quoi il s'agit ? L'écologie urbaine, c'est l'étude des êtres vivants dans leur milieu, comment ils vivent, comment ils meurent, comment ils se dispersent, comment ils se reproduisent, etc. Et l'écologie urbaine, c'est l'application de cette science à la ville. Comment ça se passe dans une ville, quels sont les organismes qui la peuplent et comment ils interagissent entre eux et avec l'environnement urbain. Ouais. Alors, c'est un livre collectif avec beaucoup de participants, des connaissances complémentaires, c'est ce que vous avez cherché ? J'ai cherché à faire participer le maximum de chercheurs en écologie urbaine francophones, enfin de France surtout. Et donc, j'ai interpellé tous les laboratoires concernés et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de tous mes collègues qui ont bien voulu contribuer et qui, du coup, forment un panel extrêmement complet. Tous les aspects de l'écologie urbaine sont traités. Et il n'y a pas d'autres ouvrages qui sont de ce type, c'est-à-dire donc, qui rassemblent toute la connaissance. L'idée, c'était de faire un ouvrage de référence, en quelque sorte ? C'est ça, c'est de rassembler toute la connaissance qu'on peut avoir à l'heure actuelle en écologie urbaine et puis voir un peu les perspectives qu'on a, nous, chercheurs. Qu'est-ce qu'on doit développer pour pouvoir répondre à ces questions importantes ? Oui, parce qu'ensuite, l'objectif, c'est quoi ? Votre rôle, ça peut être de conseiller des élus, ça peut être de conseiller des collectifs d'habitants. À quoi servent l'écologie, ceux qui pratiquent, les écologues, c'est ça, qui pratiquent l'écologie urbaine ? Oui, l'écologie, c'est pas seulement de la politique, c'est avant tout une science. Et cette science, elle est extrêmement importante à l'heure actuelle avec les crises environnementales qu'on voit, la crise de biodiversité, la crise climatique. Et on sait qu'en ville, finalement, on ne peut vivre qu'accompagné de la biodiversité, qui a des propriétés incroyables et qui permet de rafraîchir, de lutter contre les inondations. On en parle beaucoup ces jours-ci. Et donc, on a besoin de mettre au point des outils, des méthodes pour les décideurs, pour les aménageurs, pour qu'ils prennent mieux en compte cette biodiversité, qu'ils l'intègrent mieux dans la ville et que tout le monde s'y retrouve, les citadins humains et les citadins non humains, les animaux, les végétaux, etc. Cette approche scientifique, en vous écoutant, je me dis c'est d'autant plus important que ce qu'on sait du réchauffement climatique s'est remis en cause par certains. Malheureusement, on en est encore à devoir batailler sur la véracité, sur les preuves. C'est vrai. Nous, en écologie urbaine, on va plutôt sur le terrain des solutions. Donc, effectivement, le réchauffement, le changement climatique, il est largement dû à l'activité humaine. Mais, quelles que soient les causes, de toute façon, on sent bien que dans les villes, on a du mal à vivre quand il n'y a pas de biodiversité du tout. Au moment du Covid, des confinements, les citadins étaient bien contents de trouver des espaces verts, des espaces pour se promener. On sait que les malades retrouvent la santé beaucoup plus facilement si leurs fenêtres donnent sur des espaces verts que si ça donne sur l'immeuble d'en face. On doit composer avec la biodiversité. Quels que soient les problèmes du monde, la biodiversité fait partie des solutions et c'est pour ça qu'on se mobilise, nous les scientifiques, pour apporter ces solutions. Est-ce que la ville, elle fonctionne un peu comme un écosystème ? Est-ce que ça veut dire que les espèces, que ce soit des espèces végétales ou animales, elles s'adaptent forcément à leur environnement ? Et à quel point elles s'adaptent, justement ? Alors, toutes ne s'adaptent pas et c'est pour ça que en ville, on a un petit échantillon de ce qu'est la biodiversité dans des espaces beaucoup plus naturels. Néanmoins, il y a des espèces qui arrivent à s'adapter, qui sont même parfois ne vivent maintenant plus qu'en ville parce qu'elles dépendent terriblement de nos activités, de nos poubelles, etc. Et donc, oui, effectivement, la ville, c'est un ensemble de contraintes tout à fait particulières. Il fait chaud, c'est un peu pollué, il y a de la lumière, il y a du bruit, etc. Mais il y a des espèces qui arrivent à s'adapter et qui du coup trouvent leur place et forment l'écosystème en interagissant les unes avec les autres. Alors il y a en couverture de livre une photo
d'un renard, voilà, on maraude sur un mur en pleine ville. Alors moi, j'avais vu une photo un peu similaire. C'est peut-être à Londres, mais c'est peut-être aussi ça peut être aussi à Paris. Il y a des renards à Paris. À Paris, il y a des renards, et tant mieux parce qu'ils régulent un certain nombre de populations d'espèces qu'on n'aime pas beaucoup, les souris, les rats. Les renards sont très efficaces. On s'en rend compte au Jardin des Plantes où je travaille quotidiennement. Quand il neige, on voit les traces des renards et on sait qu'il y en a qui habitent dans le coin et qui passent probablement d'espace vert en espace vert. Est-ce qu'on vous dit, oui, bon, ok, la biodiversité en ville, mais c'est des plantes ou des animaux, je mets plein de guillemets, ordinaires, et donc peut-être moins intéressants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que c'est de la flore, de la faune assez commune. C'est des espèces qui sont très plastiques, qui arrivent à s'adapter à des conditions vraiment compliquées. Mais néanmoins, c'est elles qui nous entourent, c'est elles qui vivent avec nous, et c'est elles qui produisent un certain nombre de services auxquels on est très liés. Les égouts seraient bouchés si les rats mangeaient pas une quantité de choses dans les égouts. Enfin, il y a tout un tas de problématiques qu'on doit voir du meilleur côté possible, même si on doit avouer qu'il y a des nuisances attachées à la biodiversité. Mais globalement, les aspects positifs sont énormes par rapport aux nuisances. Avec aussi la question de la capacité de résistance. Je lisais récemment le livre du forestier allemand Peter Wolleben, La vie secrète des arbres, qui est un best-seller traduit dans plus de 40 langues. Il dit que les arbres ne vivent jamais très vieux en ville. Ils viennent fragiles, donc dangereux, donc on les coupe finalement jeunes par rapport à ce qui est à la durée de vie qu'ils pourraient avoir à l'extérieur. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bon, mais il faut en planter quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce paradoxe-là auquel vous êtes confrontés. Mais la ville, c'est que des paradoxes. C'est concilier des choses qui sont très difficiles à concilier, mais il faut trouver un moyen de concilier avec ces espèces. Les arbres, ils ont des propriétés qui sont incroyables. Et donc, ils arrivent à rafraîchir l'atmosphère, à absorber de la pollution. Enfin, on peut pas vivre sans les arbres. Et d'ailleurs, c'est dans les quartiers où il n'y a pas d'arbres que les gens meurent le plus au moment des canicules. Donc, et je crois que maintenant, les élus s'en sont rendus compte. On voit que dans la campagne électorale actuelle, ces histoires d'arbres sont très présentes. Quelles que soient les couleurs politiques. Quelles que soient les couleurs politiques, parce que ça devient de plus en plus manifeste. Et je crois que les gens s'en rendent compte aussi, et ils tiennent à leurs arbres, à leur patrimoine forestier, dans les parcs, dans les rues, et donc c'est important. Comment justement les citoyens s'impliquent et influence finalement la place de la biodiversité en ville? Nous, en tant que chercheurs, on est beaucoup alertés par des citadins qui disent la municipalité veut couper nos vieux marronniers, etc. On sent que les gens s'engagent. On voit aussi leur attachement aux espaces verts. J'ai visité la ville de Colombes il n'y a pas longtemps. Ils font un gros travail sur les espaces verts et on voit les enfants jouer dehors. On sait que c'est indispensable pour eux. Ils lâchent les tablettes et les outils numériques pour jouer dehors avec les copains et au milieu d'espèces qui sont plus ou moins naturelles, et ils prennent du plaisir à ça. On parle d'urbanisme régénératif, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, mais ça vaut aussi pour l'urbanisme? Ça vaut pour l'urbanisme parce qu'on revient de très loin. Depuis le baron Haussmann, à la fin du 19e siècle, la ville a essayé de parquer la biodiversité dans des petits squares ou dans les forêts urbaines, mais sur l'espace public, la flore et la faune étaient complètement proscrits. Maintenant, bien sûr, on revient là-dessus. Et donc, il y a des choses à réinventer et surtout essayer de trouver le fonctionnement le plus naturel possible, un fonctionnement d'écosystème le plus naturel possible. Ouais. Et c'est ça qui permet d'avoir la meilleure contribution de la nature pour les citadins. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des injonctions qui sont un peu contradictoires? Je pense en ce moment aux inondations, on est en pleine période avec 5 départements en vigilance rouge, et les polémiques sur les digues. D'un côté, on dit il faut, attention, il y a l'impératif de sécurité, les digues sont en mauvais état, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et puis de l'autre, il y a les impératifs environnementaux où on dit il ne faut pas trop contraindre les fleuves, mettre des systèmes en dur. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est toujours compliqué.
on est allé un peu loin dans l'aménagement et du coup, on a du mal à faire machine arrière. On a construit là où il n'aurait pas fallu construire. Donc maintenant, on essaye de mettre des dispositifs qui empêchent la nature de reprendre ses droits. Je crois qu'il y a des zones à éviter, mais au moment où il n'y a pas d'inondation, on est tenté d'être en bord de rivière, en bord de mer. C'est très agréable. Faut rester raisonnable. Il y a des impératifs économiques aussi. Il y a des gens qui peuvent se loger que là, parce que là, les logements sont pas chers. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Effectivement, moins il y a d'aménagements durs, contraignant la nature, et plus elle est modulable, et mieux ça se passe. Maintenant, nous, on est là, et il faut jouer aussi avec nos activités, nos besoins. Vous parliez du lien entre le niveau de vie et le quartier dans lequel on habite. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre les quartiers les moins bien dotés en espace vert et le niveau de vie? Oui. Oui. Malheureusement, l'injustice, elle se fait partout, y compris dans les espaces verts. Maintenant, la biodiversité elle-même est pas tout à fait la même. Et là, on a une thèse qui commence sur quelle est la biodiversité dans les zones urbaines prioritaires et puis quel est le ressenti des habitants. Parce qu'il faut jouer avec ça aussi. Il n'est pas question d'imposer des choses à des gens qui n'en veulent pas. Donc c'est un gros travail. On a tendance à dire que dans les quartiers les plus riches, il y a de la biodiversité, mais elle doit être bien rangée. Par contre, on laisse peut-être un peu plus d'évolution dans des quartiers moins favorisés. Et finalement, c'est pas si mal mais bon, tout est problème de perception, d'acceptation, et je crois qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit bien dans son environnement. Avec, tiens, dernière petite question de curieux, je remarque moi dans les parcs qu'on laisse beaucoup plus, justement c'est moins bien rangé. Oui, mais tant mieux. C'est bien, quoi. On laisse les plantes vivaces un peu prendre leur place parce qu'elles sont vecteurs de biodiversité, c'est ça? Oui, on a des programmes de sciences participatives au muséum où on demande aux gens de nous décrire leur jardin et de décrire les populations de papillons, d'oiseaux, etc. Et on voit bien que les jardins qui sont pas trop entretenus, où il y a des espaces un peu délaissés, c'est là qu'on trouve une biodiversité la plus intéressante, même si on comprend très bien qu'on ait envie d'avoir une petite pelouse un peu bien tondue, mais c'est la diversité qui fait la valeur, en fait. Merci beaucoup, Nathalie Machon. Le titre de cet ouvrage collectif Écologie urbaine, je le remontre, qui est donc publié aux éditions Quae. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat.